Hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle j'ai mis mon plus beau pull de Noël. En réalité, je l'adore, pour une fois c'est pas un pull moche. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver parce que je vais partager avec vous des recettes gourmandes évidemment, et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit de recettes pour le réveillon de Noël. Mais à mon avis, vous pouvez vous en régaler toute l'année. Quoi qu'il en soit, je partage dans cette vidéo, dont je ne vous cache pas que je pense qu'il s'agit de la vidéo qui m'a demandé le plus de travail depuis la naissance de ma chaîne, clairement. Et donc dans cette vidéo, je partage avec vous des recettes détaillées pour un réveillon végétal gourmand, savoureux. J'espère qu'elles vont vous plaire. N'oubliez pas d'aller voir la liste des ingrédients en description et quelques petites notes supplémentaires. Et surtout, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mais avant ça, on file en cuisine. Place aux recettes, c'est parti! En entrée amuse-bouche de ce bon repas de réveillon, j'ai décidé de faire des mini muffins à la tomate et au basilic pour une petite touche de soleil. Donc la quantité de muffins dépendra de la taille de vos moules à muffins. Moi j'en avais de taille médium, ce qui m'a permis de faire 9 muffins, mais vous pouvez en faire beaucoup plus si vos moules sont plus petits. Il faudra faire attention par contre à diminuer la durée de cuisson. Au niveau des ingrédients, il vous faudra 80 g de tomates marinées dont vous aurez retiré l'excédent d'huile, 120 g de farine de pois chiche, 120 g de farine de blé. Moi j'utilise comme d'habitude de la farine de blé semi-complète. Vous pouvez aussi utiliser de la farine d'épeautre ou de sarrasin pour une version sans gluten. 20 g de fécule de tapioca ou de maïs. Également une cuillère à café de levure et une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Les deux se complètent très bien, l'un fait lever la pâte et l'autre aère cette dernière. Il vous faudra également du sel, 100 g de tofu soyeux que vous pouvez remplacer par 100 ml de crème végétale ou de lait végétal, une cuillère à café de vinaigre de cidre, du poivre et environ 120 ml de lait végétal. Également un petit bouquet de basilic bien frais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment utiliser du surgelé. Également, que vous ne voyez pas à l'image, une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin moulu pour faire un petit œuf végétal. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on prépare l'œuf végétal en mélangeant les graines de lin ou de chia moulu à 3 cuillères à soupe d'eau. On réserve au frais et dans un grand saladier, on mélange les farines, la levure, le bicarbonate, le sel et le poivre. On réserve et là, si on utilise du tofu soyeux, il faudra le mixer. Donc dans le bol de votre mixeur, vous versez votre tofu soyeux avec votre lait végétal et votre cuillère à café de vinaigre de cidre. On mixe le tout et ensuite il ne reste plus qu'à incorporer l'ensemble aux ingrédients secs en mélangeant délicatement pour bien aérer la pâte. C'est la condition sine qua non pour que vos muffins lèvent bien. Vous incorporez ensuite votre œuf végétal. Et vous allez couper les tomates marinées en tout petits morceaux. Vous allez également ciseler finement le basilic. Il ne vous reste plus qu'à incorporer ces deux ingrédients à votre pâte et à dispatcher, encore une fois moi j'utilise ma cuillère à glace, c'est tellement pratique, la pâte dans les moules à muffins. Attention à ne pas trop les remplir parce qu'ils vont bien lever. Et si vous avez des moules de taille moyenne, 15 minutes de cuisson à 180 degrés sera largement suffisant. Vous pouvez piquer un petit cure-dent en fin de cuisson, vérifiez qu'il ressorte sec de votre muffin, sinon vous prolongez la cuisson de quelques minutes. Vous laissez refroidir quelques instants et vous pouvez démouler vos muffins tout moelleux. Alors pour ce second amuse-bouche, ça n'est pas vraiment une recette que je vous propose, mais évidemment, je n'allais pas passer à côté des traditionnels toasts au foie gras. Sauf que sur ceci, il n'y a pas de foie gras, il n'y a pas d'oie. Il s'agit évidemment de toasts entièrement végétaux grâce au fameux faux gras de la marque Gaïa qui est, et ça c'est une très bonne nouvelle, disponible chez Casidomi. Donc ce faux gras est absolument délicieux et en plus il est bio. Et clairement, d'un point de vue éthique, c'est quand même 1000 fois mieux que le traditionnel foie gras. Donc à tester si vous ne connaissez pas. Et évidemment, ces petits toasts, on les agrémente du traditionnel confit d'oignon parce que le combo avec le foie gras est absolument divin.
D'ailleurs pour ces petits toasts, je n'ai pas utilisé de pain brioché, j'ai préféré utiliser un pain aux graines avec plus de texture. Ce pain là de la marque Seedful s'y prête parfaitement bien. À passer quelques instants au toaster et ensuite rien de plus simple, on découpe les tranches en petits toasts, on tartine d'une belle couche de faux gras, on ajoute un petit peu de confit d'oignon et évidemment quelques baies roses. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit crack de sel, mais selon moi, ça n'est pas nécessaire. Et voilà, vos petits toasts sont prêts, ils sont absolument délicieux. Vous m'en direz des nouvelles. Pour ce rôti aux noix qui est la pièce maîtresse de ce bon repas de réveillon, il vous faudra 300 g de champignons frais, des champignons de Paris, c'est très bien, un bel oignon, 2 gousses d'ail, de la courge butternut, 200 g de chair de courge butternut, une branche de céleri, un poireau, 200 g de châtaigne, 200 g de noix, une boîte de pois chiches, donc environ 200 g une fois qu'ils sont bien rincés, bien égouttés, 50 g de chapelure, 50 g de cranberries séchées, 50 g de tomates séchées. Attention, ce ne sont pas des tomates marinées, ce sont juste des tomates déshydratées, séchées. Et pour les aromates, il faudra 10 feuilles de sauge et une belle tige de romarin, ainsi que des épices allspice, c'est du poivre de Jamaïque, et de la cannelle. Également du miso, alors plutôt du miso blanc ou blond, qui sera un petit peu plus doux. 3 cuillères à soupe de levure maltée, 100 ml de vin rouge. Alors vous pouvez remplacer par moitié vinaigre balsamique, moitié bouillon de légumes, ça fonctionne aussi très bien. Et quelques gouttes d'arôme végétal, je n'avais plus de Kelpamar, donc j'ai utilisé mon arôme magie, mais la version bio à base d'algues est quand même beaucoup mieux, et une bonne pincée de sel et de poivre. Alors là, attention, technique gain de temps absolu si vous avez un mini hachoir électrique ou un robot de cuisine, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, mais vous pouvez aussi tout hacher à la main. Sinon, on commence par hacher l'oignon, le poireau dont on a enlevé les feuilles vertes et la tête, après l'avoir bien rincé évidemment, la branche de céleri. On fait chauffer un petit fond d'eau dans une sauteuse si elle est anti-adhésive, sinon un petit fond d'huile, et on y verse du coup l'oignon haché. On rajoute les 2 gousses d'ail pressées ou hachées également si vous n'avez pas de pressaille, le poireau et le céleri haché. On laisse revenir pendant quelques instants le temps de hacher également la chair de la courge crue et les champignons. Dans la sauteuse, on rajoute les épices. Donc là, il faudra une demi-cuillère à café d'épices allspice et une bonne cuillère à café de cannelle, une belle pincée de sel, du poivre, on mélange bien et ensuite on peut rajouter la courge et les champignons ainsi que les feuilles de sauge ciselées et la branche de romarin. On mélange à nouveau, on laisse cuire 8 à 10 minutes le temps de préparer le reste des ingrédients. Même technique, toujours au hachoir pour aller plus vite ou alors à la main si vous préférez. On hache les marrons, attention à ne pas les hacher trop menus, on veut de la texture dans ce rôti de noix. Donc on hache également les noix et les pois chiches. Ensuite, alors là plutôt au couteau, ce sera quand même un petit peu mieux. On hache les tomates et les cranberries séchées. On retourne à la sauteuse. On va incorporer au mélange les marrons, puis les noix et les pois chiches, ainsi que les tomates séchées et les cranberries. On termine avec la chapelure. On mélange bien. Et là, il est temps de rajouter les 100 ml de vin ou 50 ml de vinaigre balsamique et 50 ml de bouillon de légumes. Une belle cuillère à soupe de miso, 3 cuillères à soupe de levure maltée et quelques gouttes d'arôme végétal. On mélange à nouveau et évidemment on va faire préchauffer le four à 180 degrés. Vous sortez ensuite votre moule. Alors un moule à cake, c'est vraiment très pratique pour faire ce genre de rôti. Le mieux est de le chemiser avec une feuille de papier cuisson. Le démoulage sera beaucoup plus facile. Après quelques minutes de cuisson supplémentaire, on pense à goûter le mélange afin de réajuster l'assaisonnement si nécessaire. Moi j'ai rajouté un petit peu de sel et de poivre. Et ensuite il ne reste plus qu'à transférer le tout dans le moule en pressant bien. Si vous voulez que votre rôti se découpe bien, pressez-le au maximum. Vous pouvez terminer avec le bout des doigts que vous avez légèrement humidifié pour bien lisser la surface. Moi ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu de feuille de papier cuisson pour recouvrir et éviter que le sommet de mon rôti ne brûle ou ne soit trop cuit. Et ensuite j'enfourne à 180 degrés et je fais cuire pendant 30 à 35 minutes. À la sortie du four, laissez reposer votre rôti quelques instants avant de le démouler délicatement. Et petit
Petite astuce, moi je vous conseille de le préparer la veille, de le laisser refroidir et de le servir le lendemain après l'avoir fait réchauffer. Les saveurs n'en seront que meilleures. Voilà. Recette toute simple pour le gravy et en plus l'avantage c'est que vous pouvez préparer les ingrédients secs à l'avance et du coup en avoir toujours sous la main, un petit peu comme un mélange d'épices, c'est très très pratique. Donc là j'en fais pour 2 repas puisque je filme ce repas mais que je vais refaire du gravy pour notre réveillon de Noël avec Monsieur Front et Dudes. Donc 2 portions pour 2 gros repas. Pour ça il vous faut 4 cuillères à soupe d'arrowroot. Alors vous pouvez aussi utiliser de la fécule de tapioca, ça fonctionne très bien. 1 cuillère à soupe de levure maltée. Pour les épices, c'est un petit peu vous qui voyez. Si vous avez de l'oignon en poudre, vous pouvez mettre 1 cuillère à soupe d'oignon en poudre. Sinon, vous pouvez utiliser, comme je le fais, du mélange pour volaille qui contient pas mal d'oignons en poudre et aussi du paprika et des herbes aromatiques. Donc c'est pas mal du tout. Donc moi, j'ai mis 1 cuillère à soupe de mélange pour volaille et j'ai rajouté également 1 cuillère à soupe d'un mélange d'aromates pour grillade qui se marie très bien avec les saveurs du gravy. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Vous faites un petit peu le mélange que vous voulez en fonction de vos goûts. Indispensable, 1 cuillère à soupe d'ail en poudre. J'ai ajouté une bonne dose de poivre et j'ai mélangé. Donc là, j'ai divisé ce mélange d'ingrédients secs en 2 et à cette moitié que je vais utiliser pour la recette, j'ai rajouté 1 cup d'eau. Donc 1 cup d'eau, c'est 250 ml d'eau. J'ai bien fouetté pour que tout soit bien incorporé. Petite astuce d'ailleurs si vous voulez donner encore plus de saveur à votre gravy, si vous avez fait tremper des champignons notamment pour votre rôti aux noix, récupérez l'eau de trempage et utilisez-la à la place de l'eau pour cette recette, ce sera ultra savoureux. Donc là j'ai réutilisé ma sauteuse du rôti parce que déjà ça permet de gagner du temps et qu'en plus je vais pouvoir récupérer les sucs de cuisson pour ajouter encore davantage de saveur au gravy. J'y verse mon mélange et je remue constamment à feu doux en ajoutant à peu près 3 cuillères à soupe de tamari réduit en sel. Alors si le vôtre est plus salé ou si vous utilisez de la sauce soja, réajustez en fonction de vos goûts. Moi je vous conseille de commencer par 3 cuillères à soupe et éventuellement d'en rajouter un petit peu après avoir goûté en cours de cuisson si l'ensemble n'est pas assez salé à votre goût. Et là on fait preuve de patience, on mélange constamment et on peut rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure. Là c'est vraiment à l'œil. Moi je crois qu'au total j'ai rajouté à peu près une demi-cup, donc 125 ml. Déjà pour augmenter un petit peu le volume de ma sauce et parce qu'elle était un petit peu forte, un peu salée. Donc j'ai continué à mélanger jusqu'à obtenir une belle crème, un beau gravy, ça a pris à peu près 10 minutes. Et ensuite j'ai juste eu à transférer dans un récipient. Ici j'utilise un bocal de chez Coro et puis ensuite je verserai mon gravy dans des petits récipients tout mignons avant de servir. Et voilà, un gravy super simple que vous pouvez garder à peu près 1 semaine au réfrigérateur dans un récipient hermétique et qui est vraiment pas prise de tête à faire. Alors là, j'en vois déjà qui bondissent à la vue des choux de Bruxelles. Alors première chose, vous avez une deuxième option dans cette vidéo pour remplacer les choux de Bruxelles. Ce sera une recette à base de quel que j'ai hâte de vous présenter, qui vient de Monsieur Front. Et puis si vous avez des a priori ou un mauvais souvenir qui date de la cantine scolaire, goûtez cette recette, donnez-lui une chance, vous allez voir. Elle est délicieuse. Donc pour cette recette, il faudra 600 g à peu près de choux de Bruxelles frais que vous allez équeuter. Donc vous allez enlever les premières petites feuilles, celles qui sont abîmées, avant de bien les rincer. Et là, très important, on fait blanchir les choux de Bruxelles pour améliorer leur digestibilité. Donc pour les faire blanchir, vous faites tout simplement bouillir un grand volume d'eau avec une belle pincée de sel. Vous y plongez vos choux de Bruxelles pendant environ 7 minutes avant de les égoutter et de les passer sous l'eau froide. Vous réservez vos choux de Bruxelles et là justement on va s'attaquer à ce qui va donner toute la saveur à ce plat. Pour celui-ci il vous faudra un bel oignon, de la pâte de miso plutôt blond de préférence. Le miso, je vous rappelle que j'en parle dans ma newsletter du mois de décembre. Environ une gousse d'ail, un petit peu de vin pour déglacer mais vous pouvez remplacer par du bouillon de légumes, du poivre et en option si vous voulez vous pourrez rajouter un tout petit filet de sirop d'érable. On fait préchauffer
le four à 180 degrés. Donc on commence tout simplement par émincer notre oignon. Dans une grande sauteuse, on va verser un petit fond d'huile, hein. On veut bien faire dorer les oignons. On ajoute donc l'oignon émincé, on fait sauter pendant quelques instants jusqu'à ce que celui-ci devienne bien doré, en ajoutant également la gousse d'ail écrasée ou hachée si vous n'avez pas de presse-ail. Une fois que les oignons sont dorés, on déglace avec un petit peu de vin ou de bouillon. J'en ai mis à peu près 60 ml, l'équivalent d'un quart de cup. On laisse le tout s'évaporer pendant quelques instants. Et là, vous allez ajouter l'ingrédient magique, la pâte de miso que vous faites fondre sur feu doux. Oh, j'ai failli oublier, j'ai utilisé une branche de romarin de mon jardin et j'ai évidemment bien poivré. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter les choux de Bruxelles, à bien mélanger sur le feu. En option, vous pouvez aussi rajouter un petit filet de sirop d'érable, voilà, si vous aimez le côté vraiment sucré-salé, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Et ensuite, on n'a plus qu'à enfourner, alors directement dans la sauteuse ou le poêlon si vous avez une poêlée amovible ou si celle-ci passe au four. Sinon, évidemment, vous transférez le tout dans un plat qui passe au four. Et là, on fait cuire environ 15-20 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à couvrir votre plat si vous voyez que les choux de Bruxelles brunissent un petit peu trop vite. Et voilà! Voilà, donc pour tous les allergiques aux choux de Bruxelles, la recette bis de verdure. Il s'agit d'une recette libanaise que Monsieur Fron m'a expliqué en direct parce qu'il m'en avait fait goûter il n'y a pas très longtemps et j'avais absolument adoré. Il s'agit de hindbeh, j'espère que je le dis bien, je suis désolée les Libanais si je le dis pas super bien. En tout cas, il s'agit de kale, donc pour cette recette il faut du kale et il en faut beaucoup parce que c'est un petit peu comme les épinards, il va beaucoup réduire durant la recette. Donc pour être sûr de ne pas faire de bêtises, j'ai été guidée en live par Monsieur Fron qui est un très bon prof de cuisine. Et donc pour commencer, il faut retirer la tige centrale d'un gros volume de kale. On met aussi, pendant qu'on prépare le kale, un grand volume d'eau à bouillir, donc dans une grande cocotte idéalement, avec une bonne pincée de sel. Retour aux feuilles de kale, une fois que la tige centrale a été retirée, il faut les couper en lanières très fines. Et ensuite, une fois que l'eau bout, vous versez tout le kale dans votre cocotte. Alors ne vous étonnez pas, au début on a l'impression que ça va jamais rentrer, puis finalement le kale réduit très vite. Donc vous pouvez pousser un petit peu avec une spatule pour faire descendre tout le kale dans la cocotte si vraiment ça ne rentre pas. Et là vous allez laisser bouillir pendant 10-12 minutes jusqu'à ce que les feuilles soient super tendres. Et ensuite vous allez tout de suite égoutter le kale et le refroidir. Donc sous un jet d'eau froide, tout simplement. On laisse le kale de côté et il est temps de préparer le reste des ingrédients. Donc tout d'abord, on coupe un oignon. Alors moi, pour la quantité de kale que j'avais faite, un oignon c'est parfait. Après, c'est vraiment selon vos goûts, hein. C'est pas une recette au gramme près du tout. Mais un oignon, c'est plutôt pas mal pour la quantité de kale que vous avez vu là dans la vidéo. Ça correspond à peu près à 2 bonnes têtes de kale. Donc on coupe l'oignon en petits morceaux, alors pas hachés menus. Si je cite Monsieur Fron, il m'a dit qu'il faut que les morceaux d'oignon soient de la taille de ceux qu'on trouve surgelés chez Picard. Voilà. Donc là, attention, recette libanaise, on utilise de l'huile d'olive évidemment. Dans une sauteuse, je verse un filet d'huile d'olive, je fais dorer les oignons. Pendant ce temps-là, je presse le jus d'un citron. Et là, alors attention, une fois que les oignons sont dorés, il faut les retirer du feu pour que la poêle refroidisse légèrement. Pendant ce temps-là, on essore le kale. Donc là, le but c'est de le presser pour le débarrasser. Allez, des 3/4 de son eau. Attention à ne pas en faire non plus des boulettes totalement sèches. Il faut qu'il reste légèrement humide. Donc vous avez vu que ça diminue très vite en volume. Une fois que vous avez pressé tout votre kale, vous n'avez plus qu'à le transférer dans la poêle hors feu pour le mélanger aux oignons. Et ensuite, vous assaisonnez avec le jus de citron. Donc là, j'ai commencé par utiliser la moitié du jus de citron, donc l'équivalent d'un demi-citron. J'ai rajouté une bonne pincée de sel, une bonne pincée de poivre et encore une fois un filet d'huile d'olive évidemment. J'ai bien mélangé et là en fait c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc vous goûtez, si c'est pas assez salé vous rajoutez un peu de sel, si c'est pas assez citronné vous rajoutez un petit peu de jus de citron. Et ensuite, toujours selon les instructions de Monsieur Fron, on dispose tout sur une assiette plate, voilà, bien à plat, en essayant de faire vraiment quelque chose d'assez compact. Et pour terminer, on dispose des rondelles fines de citron. Alors, encore une fois, dixit Monsieur Fron, c'est meilleur froid le lendemain. Donc j'ai réalisé cette recette la veille et je l'ai placée au frigo avant de la présenter. Voilà, donc si vous testez, vous
vous venez le dire en commentaire et remercie Monsieur Franc si vous avez aimé, mais honnêtement, moi c'est une recette que j'adore. Accompagnement incontournable évidemment, une bonne purée maison. Donc là, il n'y a pas plus simple comme recette vraiment. Vous choisissez une variété de pommes de terre qui se prête bien à la réalisation de purée. Comptez une grosse pomme de terre ou 2 pommes de terre par personne. Vous allez évidemment bien les rincer, les éplucher, les couper en gros cubes et les mettre à cuire à la vapeur. Moi j'ai un panier à vapeur on ne peut plus classique que je dispose au-dessus de ma cocotte remplie d'eau bouillante. La cuisson prend à peu près 20-25 minutes, 30 minutes peut-être. Après, tout dépend du cuiseur que vous avez. Vous vérifiez de temps en temps, de toute façon, vos pommes de terre seront cuites une fois qu'elles seront tendres et qu'elles s'écraseront facilement sous votre fourchette. Vous pouvez donc les transférer dans un plat. Alors moi, ce que je fais, c'est que je récupère ma cocotte que j'ai vidée de son eau. Comme ça, j'ai un récipient chaud dans lequel la purée ne refroidit pas. Voilà, c'est plutôt pratique. Et là, il ne reste plus qu'à écraser les pommes de terre. Pour les ingrédients, j'ai quelques incontournables, notamment une bonne crème végétale. La crème de cajou est absolument parfaite, en plus elle est très légère. Et également la levure maltée qui donne un très léger goût légèrement fromagé à la purée. Du sel, du poivre. Et après, au niveau des épices, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien l'ail en poudre et la muscade râpée. Si vous avez du sel à la truffe, allez-y, faites-vous plaisir. Ou alors un petit peu de piment de Cayenne, de paprika fumé. Vraiment, c'est selon vos goûts. Donc une fois qu'on a écrasé la pomme de terre, on rajoute un bon filet bien généreux de crème végétale, une belle pincée de sel, du poivre, de la levure maltée, donc je fais tout à l'œil en étant plutôt bien généreuse. Et j'ai ajouté mon ail en poudre et un petit peu de muscade. J'ai à nouveau bien mélangé jusqu'à obtenir une purée relativement homogène. Et là il ne reste plus qu'à goûter, réajuster l'assaisonnement. Attention par contre à ne pas trop saler la purée parce que le gravy, la sauce, est déjà très salé. Donc vous n'avez quasiment pas besoin de saler votre purée. Et voilà, ça c'est typiquement l'accompagnement qui fera plaisir aux petits comme aux grands et qui est super simple à faire. Christmas Day. Alors personnellement, je fais partie des gens qui ne sont pas trop bûches après un bon repas de réveillon bien copieux. Je préfère largement des petites douceurs sucrées. Et justement, quoi de mieux que des petits bonshommes de pain d'épices. Ça faisait longtemps que je voulais en faire, donc c'est parti pour la recette. Pour celle-ci, il vous fera de la farine. Alors moi, j'ai utilisé de la farine de blé semi-complète. Vous pouvez aussi utiliser une farine un peu plus raffinée ou alors de la farine d'épeautre. Il vous en faudra 2 cups, soit environ 220 grammes. Il vous faudra également une demi-cuillère à café de levure et pour les épices, 3/4 de cuillère à café de gingembre moulu et également 3/4 de cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de girofle moulu ainsi qu'1/4 de cuillère à café de muscade et une demi-cuillère à café de sel. On va aussi faire un petit œuf végétal pour lequel il faudra une cuillère à soupe de graines de lin moulu ou alors de graines de chia moulu. Pour la touche bien gourmande, on va utiliser 1/3 de cup de beurre de fruits à coque. Moi j'ai utilisé du beurre de cacahuète, ça équivaut à peu près à 85 grammes et également 80 ml de sirop. Donc attention, pour le sirop, il en faudrait bien épais comme du sirop de date, de riz, de coco ou alors de la mélasse. Évitez le sirop d'érable qui est trop liquide pour la recette. Et vous aurez besoin selon vos goûts d'environ 70 à 80 grammes, voire un petit peu plus si vous êtes bec sucré, de sucrant sec. Donc moi j'ai utilisé de l'érythritol, vous pouvez aussi utiliser du sucre de fleur de coco. Et pour terminer, 60 ml, donc 1/4 de cup de lait végétal. Donc pour ces petits bonshommes de pain d'épices, on commence par préparer l'œuf végétal en mélangeant les graines de lin ou de chia moulu avec 3 cuillères à soupe d'eau. Donc 3 cuillères à soupe pour mes mots, ça correspond à 45 ml d'eau. Dans un premier saladier, vous allez mélanger tous les ingrédients secs, donc les farines, la levure, les épices, le sel, sauf le sucrant que vous allez mélanger dans un deuxième saladier avec la purée de fruits à coque, le sirop de votre choix,
donc le sucrant, comme je l'ai dit, le lait végétal, vous mélangez bien et ensuite vous incorporez votre petit œuf végétal qui devrait avoir pris. Une fois que vous avez obtenu un ensemble bien onctueux, vous incorporez les ingrédients secs et vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte légèrement collante. Vous commencez à la spatule et puis vous terminez avec les mains tout simplement. Ensuite, il vous faudra diviser la pâte en deux, former une première boule que vous allez ensuite rouler entre deux feuilles de papier cuisson pour obtenir une plaque de pâte de 5-6 mm d'épaisseur. Vous allez répéter exactement la même chose avec votre deuxième pâton et vous allez placer vos deux pâtons bien aplatis sur une plaque que vous allez laisser au congélateur pendant 2 heures. Et voilà, donc 2 heures plus tard, les pâtons sont prêts à être découpés. Sortez-les l'un après l'autre pour qu'ils ne ramollissent pas pendant la manipulation. Et profitez-en aussi pour faire préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, vous utilisez les moules de votre choix. Moi, j'avais plein de petits moules en forme de bonshommes de pain d'épices, de différentes tailles que j'ai évidemment utilisées. J'ai découpé au fur et à mesure mes petits bonshommes. Ce que j'ai fait, c'est que les restes de pâte, je les ai réassemblés, réaplatis, j'ai recoupé. Alors à la fin, comme la pâte commençait à devenir assez molle et trop malléable, je l'ai replacée au congélateur le temps de couper mes petits bonshommes dans l'autre pâton et j'ai répété l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus du tout de pâte. J'avais même des petits emporte-pièces en forme de fleurs qui ont été parfaits pour les derniers petits morceaux de pâte. J'ai ensuite enfourné à 180 degrés et j'ai fait cuire pendant 10-11 minutes de manière à ce que mes petits biscuits soient bien dorés. J'ai laissé refroidir un petit peu parce qu'au début ils sont un petit peu mous, donc il faut attendre qu'ils se raffermissent et une fois qu'ils sont suffisamment fermes pour être manipulés, vous avez juste à les transférer sur une petite grille pour les laisser refroidir complètement. Alors ne vous inquiétez pas s'ils sont encore tendres, c'est vraiment en refroidissant complètement qu'ils vont bien durcir et ensuite vous pourrez ajouter un joli glaçage comme on va le voir tout de suite. Évidemment on les habille ces petits bonshommes de pain d'épices. Alors pour faire un petit glaçage, rien de plus simple, soit vous utilisez du sucre glace, mais si vous ne voulez pas abîmer vos petites dents, si vous voulez une version un petit peu plus légère, vous pouvez tout à fait utiliser un édulcorant naturel comme de l'érythritol ou du xylitol. Pour cela, rien de plus simple, vous allez devoir utiliser votre blender pour en faire une poudre suffisamment fine pour faire un bon glaçage bien lisse. Pour la quantité de bonshommes de pain d'épices de la recette, il faut compter environ 3-4 bonnes cuillères à soupe de sucrant et vous allez le passer au blender jusqu'à ce que vous obteniez une texture similaire à du sucre glace. Et ensuite, tout simplement, vous allez y ajouter un tout petit trait de lait végétal. Allez-y vraiment très progressivement, sinon ça va devenir trop liquide. Et vous mélangez jusqu'à obtenir un beau glaçage bien lisse, bien dense. Et pour décorer vos petits bonshommes de pain d'épices, soit vous avez une poche à douille, moi je n'en avais pas, donc j'ai pris juste une pochette plastique de conservation. J'ai fait un tout petit trou dans un des coins et je l'ai rempli de glaçage. Ça m'a permis de décorer très facilement mes petits bonshommes de pain d'épices. Alors moi je suis restée très classique, mais là vraiment c'est le moment de vous éclater. Vous pouvez même rajouter un petit peu de colorant alimentaire à votre glaçage. Et puis n'hésitez pas à décorer ces bonshommes avec vos enfants et à partager avec moi vos photos sur Instagram. J'ai hâte de les voir. Alors justement, pendant que mes pâtons étaient au congélateur, j'en ai profité pour préparer l'autre douceur sucrée. Il s'agit d'une recette du Vegelicious Sweets and Treats, les bouchées fondantes à la vanille. Alors celles-ci, elles font l'unanimité, elles sont super simples à faire et vous pouvez substituer pas mal d'ingrédients. Donc vraiment, ça c'est une valeur sûre que vous pouvez faire très facilement. Donc pour ces petites bouchées, il faut une banane bien mûre, du jus de citron, de la poudre d'amande, du sucrant de votre choix. Encore une fois, moi j'ai utilisé de l'érythritol, de la purée de fruits à coque, encore une fois de votre choix, de l'arôme vanille, une pincée de sel. Et pour les farines, c'est un peu en fonction de vos goûts et de ce que vous avez. Vous pouvez tout à fait utiliser de la protéine végétale parfum vanille ou alors utiliser une quantité équivalente de farine d'amande ou de cacahuètes. Mais à ce moment-là, il faudra rajouter un peu de sucrant ou d'arôme vanille. Moi j'ai opté pour l'option 2/3 de farine d'amande et 1/3 de maca en poudre. La poudre de maca, c'est vraiment un super ingrédient dont je parle justement dans le Vegelicious Sweets and Treats, qui en plus de ses super propriétés pour la santé, va donner un bon petit goût sucré à ces bouchées fondantes.
Donc je commence par écraser ma banane jusqu'à ce que celle-ci devienne vraiment comme une compote. J'ajoute ensuite une cuillère à café de jus de citron, une cuillère à café d'arôme vanille et 60 g de purée de fruits à coque. Attention, il faut qu'elle soit bien onctueuse. Ensuite, je mélange bien et il n'y a plus qu'à ajouter les ingrédients secs. Donc tout d'abord les 20 g de farine d'amande avec 10 g de maca en poudre ou 30 g de protéines parfum vanille en poudre ou de farine d'amande ou de cacahuètes. J'ajoute 50 g de poudre d'amande. Alors en fait, moi je crois que j'ai utilisé de la poudre de noisette puisque c'était ce que j'avais et ce sera très très bon. Je verse également mon sucrant, donc une bonne cuillère à soupe d'érythritol. Encore une fois, vous utilisez le sucrant sec de votre choix. Une pincée de sel et à nouveau, il n'y a plus qu'à mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène, tendre et légèrement collante. Alors, si elle est beaucoup trop collante, vous rajoutez un tout petit peu plus de farine, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, attention. Et là, on ressort évidemment la technique de la cuillère à glace. Donc je prépare une plaque que je mettrai au congélateur. Donc assurez-vous bien que votre plateau, votre plaque rentre dans votre congélateur, ce sera plus pratique. Et là, je prélève des petites boulettes de taille égale avec ma cuillère à glace. Et ensuite, en humidifiant très légèrement mes doigts, j'ai juste à rouler chaque boulette avant de placer ma plaque pendant quelques instants au congélateur. Environ 10-20 minutes, c'est largement suffisant juste pour qu'elle durcisse un petit peu. Ensuite, je fais fondre mon chocolat noir, donc du chocolat noir pâtissier, celui de chez Casidomi est absolument parfait pour ça. Donc je fais fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes, ça va assez vite, attention à ne pas le brûler si vous utilisez cette technique. Et ensuite, avec 2 fourchettes, je nappe chacune de mes petites bouchées fondantes de chocolat. Je les remets sur la plaque, alors l'avantage c'est comme elle sort du congélateur, elle est froide, donc le chocolat prend très vite. Et comme il me restait un petit peu plus de chocolat fondu, j'ai décoré chacune des bouchées fondantes d'un petit filet de chocolat. Voilà, ça donne toujours un résultat sympa. Et ensuite, j'ai replacé l'ensemble au frais pour que le chocolat prenne bien. Et voilà! Voilà, j'espère vraiment que ces recettes vous plaisent. N'oubliez pas, si vous les faites, de les partager avec moi sur Instagram en me taguant. Et pour la bonne nouvelle, peut-être aussi pour les retardataires qui n'ont pas encore trouvé de cadeau pour leurs proches, on vous a enfin concocté le pack Vegilicious. Donc ça y est, vous pouvez avoir les 3 Vegilicious sans devoir les acheter un par un. On a un très joli pack avec une très belle offre de lancement pour l'occasion. Ce pack est à moins 40% comparé au prix à l'unité de chacun des Vegilicious. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et également pour Noël, on a tout de même fait une petite promo sur les Vegilicious à l'unité. Donc vous avez également moins 20% sur l'un des Vegilicious de votre choix si vous en avez déjà et que vous ne voulez pas prendre le pack mais que vous voulez compléter votre collection. Donc moins 40% sur le pack des 3 Vegilicious. Donc concrètement, ça vous fait l'équivalent d'un Vegilicious offert et moins 20% sur les Vegilicious à l'unité. Et si vous offrez, si vous voulez offrir que ce soit le pack ou l'un des Vegilicious, on vous a préparé une petite carte cadeau. Donc vous aurez juste à passer votre commande en allant sur le lien en description. Vous choisissez le Vegilicious, les Vegilicious de votre choix ou le pack. Vous recevrez ensuite un email correspondant à votre achat et contenant la carte cadeau avec le lien et le code qui permettra à la personne à qui vous offrez ce cadeau d'aller récupérer son Vegilicious et de le retrouver sur son espace membre. Ça a demandé un boulot de dingue à Antoine. Moi je me suis occupée de faire la jolie petite carte et puis de vous filmer toutes les recettes en cuisine. En tout cas, on a bien bossé pour que vous puissiez passer un Noël
gourmand à souhait. Voilà, donc on espère vraiment que cette surprise vous plaît, que les recettes de cette vidéo vous plaisent. En tout cas, si vous voulez profiter de la promotion sur le pack Vegilicious ou sur les Vegilicious à l'unité, c'est jusqu'au 24 au soir. Donc vous filez en description, vous faites votre petit shopping, vos cadeaux de dernière minute qui, j'en suis certaine, feront des heureux parce qu'avec les Vegilicious on se régale. Et puis maintenant, à vous de tester les recettes que j'ai partagées avec vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que vous allez vous régaler pendant ce réveillon. D'ailleurs, je vous le souhaite beau ce réveillon, où que vous soyez, avec qui que vous soyez. Je vous souhaite de passer un très bon moment, de très belles fêtes. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous régaler. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.